Et donc, un prolétaire juif qui habite dans une ville de développement qui est pauvre, etc., franchement, ils ne se sont aucune, comment dire, enfin, sauf s'il y a une guerre et l'hostilité, etc. C'est pour ça d'ailleurs que les guerres sont utiles. Ils ne se sentent pas en phase nécessairement avec le milliardaire ou le millionnaire juif. Oui, voilà, parce qu'il y a donc une grande inégalité dans la société israélienne. Parce qu'on a vu des grandes manifestations qui réclamaient justement... Mais on parle même de gamins qui ont faim, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de repas, etc. Enfin, on a atteint des proportions terrifiantes pour un pays comme ça. Ouais, malgré c'est un pays où l'argent coule, enfin, avec l'argent américain, etc. Il y a des appartements qui coûtent, enfin, je sais pas, des fortunes. Il y a des gens qui font des fortunes. Voilà, les grandes sociétés font des profits colossaux. Mais c'est le gouvernement Netanyahou, etc. Ce sont des gouvernements libéraux à la Thatcher. Voilà. Donc, voilà, allons-y. Pour les riches, c'est bon. Les pauvres, attends. Donc, ils réduisent tout le temps les budgets sociaux, etc. Donc, c'est à la Thatcher. Voilà. Imaginez Reagan ou Thatcher à la tête d'Israël. Voilà. C'est un peu cette politique-là. Et donc, finalement, le sentiment patriotique et identitaire ne se réveille qu'en cas de guerre. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple, la guerre de Gaza, moi je suis convaincu qu'elle a été, enfin, en grande partie motivée pour ressouder l'unité nationale. Et d'ailleurs, je pense, pour avoir suivi d'assez près ce qui s'est passé, il y a un sentiment nationaliste et patriotique jamais vu. Enfin, en tout cas, peut-être avant, dans les années 60. Et donc, c'est une victoire du système, parce que pour moi, c'est un système militaro-industriel, ou sécuritaro-industriel, parce que l'élément sécuritaire est très fort en Israël, sont eux qui tiennent le pays. En Amérique, on parle d'un complexe militaro-industriel. Oui. En Israël, on peut parler d'un complexe militaro-sécuritaire, c'est-à-dire voilà, tous les anciens chefs d'état-major, etc., et les services secrets qui tiennent le système. Et donc, ils imposent cette vision de combat. Et donc, par exemple, cette guerre-là, elle a permis, il y a eu des manifestations, mais patriotiques. Enfin, quand on me dit qu'il y avait quelques manifestations anti, mais c'est rien du tout, c'est epsilon. Mais ils ont réussi leur coup. Ça, c'est sûr que... Voilà. Ils sont très très forts. Alors, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on me dit. On me dit... Alors, je vais aller voir un petit peu les questions sur le chat. La troisième guerre fait partie de l'agenda mondialiste. Quand toutes les nations se seront foutues sur la gueule, Israël récupérera le gâteau. Il y en a beaucoup qui pensent qu'Israël joue un jeu comme ça, un peu, d'un point de vue géopolitique, de faire un peu s'entrechoquer les puissances entre elles et de rester un petit peu en arrière tout en veillant à manipuler. Alors ça fait un peu complotisme, mais on voit qu'Israël, vous l'avez même vous dit, qu'ils ont une énorme influence sur le jeu international, beaucoup plus qu'on voudrait le faire croire. Parce que non, ils ont une énorme influence parce que c'est un acteur majeur dans la domination du monde arabe. C'est l'Occident, dans les années 50, l'Amérique, l'Angleterre, etc., ils étaient confrontés à un problème. Le monde arabe acquérait son indépendance et il voulait l'unité, le nationalisme, le développement. Et là, le monde commençait à se poser des questions. L'Amérique, la France, etc. Est-ce que cette région-là va nous échapper? Il y a le pétrole, il y a le canal de Suez. Et donc, par exemple, l'Iran, Mossadegh, je sais pas si, bon, en 1953, ils l'ont dégommé. Ils l'ont dégommé. Aujourd'hui, la CIA a admis que c'était un coup d'État. Oui, bien sûr. Bon, il se trouve que Nasser, en 1956, on l'écoutait jusqu'au Maroc. Nasser était, dans les années 50, était quasiment l'équivalent du Messie pour le monde arabe, parce qu'il appelait à l'unité, au développement. Et la guerre de 1956, menée par l'Angleterre, la France et Israël contre Nasser, c'était pour le dégommer. Ils n'ont pas réussi. Mais
c'était une tentative déjà. Et donc, la guerre de 67 a achevé Nasser et a mis au pas la Syrie et la Jordanie. Et les autres pays ont petit à petit fini par admettre la surpuissance israélienne et à trouver un modus vivendi. Donc, il restait les pays, par exemple, comme l'Irak. C'est-à-dire, en fait, Israël, à un moment donné, a commencé à dire les pays arabes, par exemple, n'ont pas droit à avoir l'énergie nucléaire. Très bien. Donc, l'Irak avait signé un traité, enfin, avait construit une centrale nucléaire à l'air libre, par la France, tout à fait pacifique, il n'y avait pas de problème. Enfin, je veux dire, avec toutes les inspections, ils l'ont détruite. Ils l'ont détruite, oui, l'aviation israélienne. Pourquoi? Détruite, oui. Parce que Israël décide que les pays arabes n'ont pas à avoir à maîtriser l'énergie nucléaire. Comme ça, voilà. Le Liban avait commencé, c'était une initiative d'une université privée au Liban, avait entamé en 1903 le début d'une politique d'une petite industrie spatiale, des fusées, etc. Et Israël a dit, vous arrêtez. Sinon, ils ont arrêté. Donc en fait, Israël, dans un premier temps, a brisé l'unité arabe, les velléités d'unité arabe et de développement. Pourquoi la France, par exemple, a soutenu Hassan II au Maroc pendant 40 ans? La gauche et la droite ont soutenu Hassan II. Oui. On soutenait tout à Hassan. fait, oui, tout à fait. Avec toutes les exactions. Tous les Pourquoi? excès qu'on connaissait du régime. Parce oui. que le Maroc ne devait pas devenir un pays socialisant, où les syndicats seraient forts, où l'enseignement serait libre et gratuit et de qualité, etc. Donc il préfère avoir un tyran. Et pour maintenir la société marocaine dans un état de sous-développement, et on le paye. Voilà, enfin, Et donc toute la politique de l'Occident vis-à-vis du monde arabe, c'était une politique de soumission, de désindustrialisation, et Israël a apporté une aide importante. Bien, maintenant, il fallait passer à une autre étape. L'étape, c'était la destruction des pays en tant que nation. La nation arabe, la nation irakienne, la nation syrienne, il fallait les détruire. La nation égyptienne, on n'a pas besoin de la détruire, elle est soumise. Donc, voilà, elle joue le jeu, ils sont soumis. Moubarak depuis la signature du traité de paix. Voilà, la signature de Camp David voilà. Avec Sadat. Voilà. Et Morsi avait, comment dire, a voulu, enfin son crime, c'était horrible, enfin c'était terrible. Il a voulu remettre en question le traité de paix avec Israël. Là, ça a été vraiment... Et donc, voilà, au bout d'un an, ils ont arrangé un coup d'État militaire. Et donc, en fait, Israël, ce qu'ils font avec l'Iran, par exemple, sur le nucléaire, à la limite, c'est presque un prétexte, l'énergie nucléaire. Depuis 10 ans, l'Iran est empêché de se développer, parce qu'il y a des sanctions, etc. Oui, voilà, un embargo. Oui. Donc, finalement, en fait, la politique israélienne, c'est pas de créer des guerres entre d'autres puissances. C'est de diviser, de morceler le monde qui l'entoure pour devenir un acteur, l'acteur majeur, l'acteur qui tire les ficelles. C'est vraiment... Et cette politique-là a été définie dans des colloques sur la stratégie dans les années 90 déjà. Oui. Donc, c'est pas du tout une surprise. Oui, parce que... Et ils sont en train de... Enfin, ils sont quasiment arrivés. Pour moi, il n'y a plus un seul État arabe qui puisse tenir tête à Israël. Même à qui on peut donner le titre d'une nation avec un projet national, libre, indépendant, etc. Voilà. Il y en a plus, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que Thierry Messon, ici même, nous avait longuement évoqué, oui. Le fait qu'Israël menait une politique vis-à-vis de ses voisins de façon à les faire éclater et d'affaiblir en fait tous ses voisins de façon à rester un peu tout seul. Et aussi, alors autre chose que ça, vous pourrez peut-être nous confirmer, puisque aussi dans ce que nous expliquait Thierry dans cette émission, c'est que Israël aussi œuvrait à rendre en fait les États autour d'elle monoconfessionnels pour justifier justement, c'est-à-dire qu'en fait
finalement le seul vrai État voilà, plus monoconfessionnel que les autres, c'est Israël, alors que les autres sont plutôt multiconfessionnels tout autour, la Syrie, le Liban, l'Irak, etc., même l'Égypte. Et donc, du coup, ils disent, enfin, Thierry Meyssan nous expliquait que leur objectif était vraiment de faire exploser ça, pour justifier justement que ces États deviennent à leur tour monoconfessionnels à leur tour. Ou de créer des entités antagonistes, comme en Irak par exemple. Il y a 3 entités antagonistes et distinctes. Et en fait, pour Israël, qui est basé sur une idéologie ethnique, ethnocentriste, c'est, comme tout à l'heure j'avais parlé de l'horreur de la paix, c'est l'horreur de l'entente. L'horreur que des communautés puissent s'entendre. Parce qu'on se dit, après tout, si des communautés peuvent s'entendre, les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble dans un seul État. Ça, c'est insupportable. Donc, il faut qu'on soit antagoniste. Il faut créer les conditions telles qu'on ne puisse pas vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans tous les pays arabes autour, les minorités, enfin, etc., les peuples différents vivaient en harmonie. En paix depuis très longtemps, il n'y avait jamais eu de problème. En Irak, en Syrie, etc. Mais il fallait détruire tout cela. Voilà. En plus, on a fait... Alors ça aussi, ce qu'il est vrai qu'au moment de la création d'Israël, il y a eu des communautés juives qui ont été ciblées par des attentats, mais organisées par le Mossad pour les faire fuir certains pays arabes. On sait qu'il y en avait beaucoup en Irak, au Yémen, voilà. Mais toutes ces communautés qui ne demandaient... Les Juifs marocains, ils ne demandaient pas à partir. Ils ne voulaient jamais partir, les Juifs marocains. On est allé les chercher, mais les happer. Enfin, je veux dire, on les a extraits de leur milieu, presque de force. Je veux dire, moi ça me fait rigoler quand j'entends aujourd'hui. Alors maintenant, il y a une théorie qui dit que c'est vrai qu'il y avait 800 000 réfugiés palestiniens, mais il y avait 800 000 réfugiés juifs des pays arabes. Donc on est quitte. Vous savez, il y a une théorie maintenant qui est en train... Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ils font même des démarches auprès de l'ONU pour qu'on reconnaisse le problème des réfugiés des Juifs des pays arabes. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, non, il y a tout un... Mais c'est pas des vrais réfugiés. Ah si, il y a peut-être dans ces pays où il y a eu un... Parce que c'est pas des vrais réfugiés. Mais pas du tout. Au Yémen, on a envoyé des avions, on les a embarqués, les gens ne savaient même pas ce que c'était un avion. Au Maroc, moi, je suis comme du Maroc, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste, je sais ce que c'est. Les sionistes étaient présents de 48 jusqu'en 57-58, les Juifs ne partaient pas. Il a fallu faire toutes sortes de manigances pour détruire le tissu social. Et même quand des Juifs sont partis, ils ont emmené ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs. Mais à partir des années 60, les Juifs qui avaient l'éducation, qui avaient de l'argent, qui avaient un métier, etc., ils sont partis au Canada, en France, en Espagne. Ils n'ont pas voulu partir en Israël. Donc, en fait, c'était une... ils ont vraiment agi avec un cynisme. Enfin, de toute façon, ça, c'est pas une nouveauté. Enfin, je veux dire, le cynisme, il est consubstantiel au sionisme. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ils sont prêts à tout. C'est-à-dire, leur but, c'était c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus de juifs, de communauté juive nulle part dans aucun pays arabe, ce qui donnerait tort à l'existence d'Israël de dire oui, les juifs et les arabes ne peuvent pas vivre ensemble, alors que si il y a des juifs partout tout autour qui vivent normalement, on va dire non, c'est faux, la preuve. Bien sûr. Parce qu'il ne reste plus qu'une communauté juive, je crois, en Iran, c'est ça, une 30 000 personnes. Mais c'est paradoxe total, puisqu'on nous présente l'Iran comme le diable, etc. Le diable, etc. Et tous les autres pays, en fait, on a vidé les communautés juives pour qu'il n'y en ait plus, quoi, dans aucun pays d'arabe. Donc ça, c'est une question, d'accord, très très importante. Je regarde un petit peu qu'est-ce que vous me dites sur le chat. Ah oui, c'est vrai qu'on me dit, est-ce que le lac Tibériade sera sec d'ici 40 ans parce qu'on parle beaucoup de l'assèchement de ce lac. Non, c'est pas le lac de Tibériade. Je crois que l'auditeur ou je pense qu'il confond avec la mer Morte. Ah, avec la mer Morte, d'accord. Parce que la mer Morte, effectivement, sera probablement asséchée dans 20 ou 30 ans. Probablement, si on ne fait rien. Parce que la mer Morte a déjà perdu 30 ou 40% de sa superficie. Alors que le lac de Tibériade ne court aucun danger. À mon avis, enfin, je n'ai pas connaissance d'un problème pour le lac de Tibériade. Et Israël maîtrise l'eau aussi, parce que ça c'est un problème dans cette région, c'est très très important, l'eau.
Et il semble que les sources d'eau sont sous contrôle israélien. Ah oui, tout à fait. Oui, Toutes oui, les bien sources sûr. d'eau Tout à fait. très importantes Bien du sûr. Jourdain, etc., Bien ça pose sûr. beaucoup de problèmes. Bien sûr. Et puis le Golan, pourquoi ils l'ont pris aussi? Ouais. Le Hermon, les montagnes du Hermon. Donc il y a toute cette eau qui... Et puis la Cisjordanie, ils pompent 80 ou 90% de l'eau vont pour les Juifs. Et 10% est laissé aux Palestiniens. Ouais. Vous savez, comment il s'appelle? Il y a un député français, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, Habib je suis Meir, désolé. non. Pardon? Habib Meir? Non, un socialiste. Ah. Non, un bon socialiste. Il avait parlé d'apartheid concernant l'eau. Ah oui. Il a publié un rapport il y a quelques mois. Bon, et là, ça a été, là aussi, bien sûr, les réactions du CRIF, etc. Mais c'est manifeste. C'est-à-dire, ils ont ce qui est terrible, c'est la soumission aussi des Palestiniens à la domination israélienne. C'est cette acceptation totale, cette soumission qui donne carte blanche aux sionistes. Moi, ce que je trouve vraiment tragique, c'est non seulement les pays arabes indépendants qui se soumettent, d'une façon ou d'une autre, ils se soumettent à Israël, où ils ne font rien qui puisse gêner réellement Israël, voilà, si on peut tourner ça différemment. Oui. Par exemple, l'Algérie, quand on me cite l'Algérie, oui. Voilà. L'Algérie ne fait rien qui puisse gêner véritablement Israël, voilà. Oui. Donc, là, c'est bon. C'est une politique de l'ignorance, un peu, genre voilà. On les ignore, mais on fait rien vraiment. Voilà. Rien. Voilà. Ils n'enverront jamais une flottille pour briser le blocus de Gaza, par exemple, ou bien pour installer une ambassade à Ramallah, ou pour acheter des terres. Pourquoi, par exemple, des Juifs américains achètent des terres à Jérusalem-Est? Ils payent des millions de dollars. Ils vont voir un Arabe, un Palestinien, lui dit « mets le chiffre sur le chèque et on te débrouille des papiers pour le Canada ou l'Amérique pour que tu puisses te réfugier. » Voilà la puissance. Pourquoi les Arabes ne font pas ça, par exemple? Parce qu'ils savent très bien que s'ils font ça, ils vont se faire taper sur les doigts. Et donc, ce qui est terrible, bon, c'est que les Palestiniens, aujourd'hui, sont gouvernés par une nomenclatura, oui. Une élite achetée, corrompue, de peut-être 10 000 personnes, qui vivent très bien, qui ne passent pas par les barrages, dont les enfants vont étudier à l'étranger, dans des conditions extraordinaires, et qui acceptent de se soumettre de façon lâche, veulent, pusillanime, à la domination sioniste. Il y a 2 jours, le Premier ministre palestinien est allé à Jérusalem-Est, enfin, je ne sais pas pourquoi, vraiment, avec l'autorisation d'Israël. Voilà. Ça veut dire, attention, hein, on te donne l'autorisation comme un Premier ministre. Enfin, c'est terrible. Et si les Palestiniens se réveillaient et faisaient juste de la résistance passive à la Gandhi, la fin d'Israël, elle se rapproche presque en termes d'années. Voilà. Ça arrivera, ça viendra, parce que un peuple, on ne peut pas toujours le dominer de façon outrancière et à long terme. C'est ça En général, les pays coloniaux, ils ont toujours cette faiblesse de croire que leur puissance les protège de tout. Et ça veut dire qu'ils ont l'avenir devant eux. Prenez la France en Algérie. Ils avaient la possibilité de signer un accord avantageux. Oui. Ils n'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que il y a 2 choses. Ils méprisent l'adversaire et c'est ça, moi ce que je ne comprends pas, c'est que quand je parle avec des Marocains, par exemple, l'élite marocaine, qui aime Israël, je leur dis, est-ce que vous savez comment Israël traite les Arabes? Enfin, je veux dire, le racisme. Si vous, le racisme des sionistes, vous savez, des Arabes, ils les traitent comme des chiens, comme des cafards, comme des rats. Enfin, je veux dire, ils ont une conception des Arabes. Moi, je ne comprends pas que des intellectuels comme Sansal, par exemple, l'Algérien, l'écrivain, comment il peut ignorer la manière dont les Israéliens traitent les Arabes? C'est-à-dire, même dans leur conception. Vous savez ce que disait Ehud Barak? Israël est une villa dans la jungle. Et je vous assure que le racisme des Israéliens et des Arabes, il fait hérisser les cheveux. Si les médias aujourd'hui, si les médias en France et en Europe étaient libres, s'il n'y avait pas les Sayanim, mais on découvrirait des choses. Vous savez,
je vais vous raconter l'histoire de l'île. Vous savez, la mer de l'île. Oui. Il a suspendu le jumelage de sa ville avec la ville de Safed, oui. En Israël. Bien. Évidemment, les Israéliens ont crié au scandale, etc. Sauf que, pourquoi il l'a fait? Il est probable qu'elle a pris le prétexte de Gaza. Mais il y a une chose que les gens ignorent, c'est que Safed, c'est une ville dans le nord. C'est une ville qui était très connue pour son éducation religieuse, mystique, etc. Bon, il y a des grands rabbins qui sont enterrés là-bas, hein. Des grands kabbalistes. Bien. C'est une ville où on a ouvert il y a 2 ans un collège pour étudier la médecine, ou un collège universitaire. Enfin. Et comme c'est dans la Galilée, le nord d'Israël, c'est la Galilée, et c'est là où la majorité des Arabes israéliens vivent. Donc il y a beaucoup d'étudiants arabes qui sont inscrits dans cette université. Bien. Et les rabbins de Safed, ils se sont dit, oh là, attention, c'est les Arabes, ils viennent et tout. Ils ont publié une espèce de fatwa, juive, oui. Interdisant aux Juifs de Safed de louer ou de vendre à des Arabes. En quelques semaines, cette fatwa a été signée par 500 rabbins, des rabbins. Bien. Et en Israël, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est tout à fait naturel. Évidemment, en France, on n'en a pas parlé, ou très peu peut-être. Eh bien, mais c'est du racisme au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est ça, et c'est probablement pour ça que, je pense, enfin, je ne connais pas le fin fond de l'affaire, mais je crois que la maire de Lille connaissait l'histoire de Safed. Puisque c'est une ville qui a été déclarée, je crois, la plus raciste d'Israël. Oui, voilà. Mais parce que, le racisme aujourd'hui, il est enfin, au niveau de l'habitation. Vous savez, il y a une loi qui est passée en Israël et qui a été confirmée par la Cour suprême. Et qui dit ceci. Elle a été confirmée il y a 1 mois par la Cour suprême israélienne. Les petites agglomérations juives, les petites agglomérations, peuvent refuser un citoyen arabe d'acquérir un logement là, ou de venir habiter là, pour sauvegarder l'esprit communautaire, à peu près dans ces termes. Alors, maintenant, imaginez, en Russie, Poutine aurait dit, les petits villages russes pourront interdire aux Juifs de venir s'installer pour sauvegarder l'âme russe. Comment auraient réagi les médias en France? Alors, silence total en France. Bon, moi, je sais parce que j'écoute les médias israéliens, etc. Mais c'est une société non seulement qui est fasciste, enfin qui est fascisante, mais en même temps, les graines du racisme sont en train de se développer. Vous savez, 40 ou 50 ans d'occupation, ça ne peut pas ne pas laisser des traces. Et donc, c'est une société raciste, une société qui militariste, et donc c'est une société qui est en train de se pourrir encore de cette façon-là. Même quand le président de l'État, qui déclare il y a quelques jours que la société israélienne est malade du racisme, c'est que vraiment... Voilà. Mais le problème de ces sociétés-là, c'est que c'est comme un train fou qui fonce contre un mur. Il y a des gens qui disent attention, etc. Mais ils ne peuvent pas les entendre. On ne peut pas les entendre. Voilà. Il ne faut pas les entendre. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écouté la radio, et il y avait Daniel Barenboim. Bon, c'est un merveilleux chef d'orchestre, enfin, je veux dire, un musicien fabuleux. C'est une voix... Vous savez qu'il a créé un orchestre avec des Juifs et des Arabes. On lui met des bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas, etc. Enfin, c'est pas grave. Mais vous imaginez un type comme lui, enfin, de sa renommée, de sa réputation. Enfin, il consacre du temps pour former des jeunes Palestiniens, des jeunes Israéliens, pour jouer ensemble, etc. Et c'est une voix extraordinaire, mais en Israël, on n'a pas envie de s'arrêter à ces voix-là. Donc, un système colonial, le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que le système colonial, il est imbu de sa puissance, de son racisme,
et il ne peut qu'aller de l'avant jusqu'à la fin. Il ne peut pas raisonner et se dire je vais chercher une solution juste pendant qu'il en est encore temps. C'est impossible. Donc il est dans une impasse en fait, ce système colonial, oui. c'est ça. C'est-à-dire, non, il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Voilà. Et le bout de sa logique, il faut qu'il prenne tout. Voilà. Et même au-delà, c'est-à-dire, pour moi, ils doivent rêver d'aller au-delà du Jourdain. Oui, c'est ça. Donc le rêve du grand Israël, ils n'ont pas abandonné les dirigeants israéliens. Mais vous savez que, avant 1918, pourquoi je dis 1918 ? Parce qu'en 1918, les frontières de la Palestine ont été définies par le mandat, n'est-ce pas ? Oui. Mais avant 1918, il y avait des colonies juives qui étaient installées au-delà du Jourdain et sur la côte du Sinaï. Donc ils avaient déjà l'objectif, vous savez, c'est les kibbutzim, les colonies comme ça, ils s'installent et puis ils forment une espèce ils encerclent une région pour la prendre. Donc en fait, ils avaient déjà en vue d'aller s'installer, alors qu'ils étaient que 20 000, peut-être 30 000. Ouais. Mais stratégiquement parlant, idéologiquement parlant, ils s'étaient déjà installés là-bas. Donc pour eux, c'est évident qu'un jour ou l'autre, ils doivent prendre cette région-là. Ils n'attendent que le bon moment. Alors, bon, c'est vrai que ça devient de plus en plus délicat en ce moment, mais... Mais ils ont quand même ce doux rêve. Mais non, mais eux, ils y croient. C'est extraordinaire. C'est presque... Enfin, moi, je suis presque dans l'admiration de cette volonté inébranlable d'aller jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est le grain qui fera tout pourrir, voilà, de l'intérieur. Est-ce qu'on peut penser que Israël représente aujourd'hui, on peut dire presque, alors là, certains ne sont peut-être pas d'accord, mais qu'Israël a remplacé la religion juive dans le cœur des Juifs, presque. Est-ce qu'on peut dire ça pour ça ? Par la force des choses. C'est-à-dire que, il faut savoir une chose, c'est qu'avant 1948, le sionisme était une idéologie ultra minoritaire dans la communauté juive. Ultra minoritaire. Je vais vous donner un chiffre par exemple. À partir de la fin du 19e siècle jusqu'en 1924. Pourquoi 1924 ? Parce que c'est l'année où l'Amérique a fermé ses frontières. Il disait maintenant, si on veut immigrer aux États-Unis, il faut remplir des dossiers, etc. Oui. Avant, on venait et on s'installait. Donc, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1924, il y avait 2 millions de Juifs qui sont partis s'installer aux États-Unis. Il y a eu peut-être 30 000 qui sont allés en Palestine. Bon, je pense que c'est clair. Ça veut dire que l'idéologie sioniste était... On avait peut-être de la sympathie, mais enfin, ça n'a pas fait bouger ni les sociétés françaises, allemandes, etc. Bon. Donc, à partir de 1948, évidemment, avec l'histoire de la Shoah, et puis il y a eu, sans parler des religieux, bien sûr, qui étaient antisionistes par principe religieux, il y a eu petit à petit une espèce d'identification, effectivement, et de mainmise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sionisme a fait main basse sur les communautés juives en France. Bien sûr qu'il y a des juifs qui ne se sentent pas concernés, mais donc ils restent en dehors. Il y a probablement la moitié de la communauté juive en France qui ne se reconnaît pas dans cette même vie sioniste, mais qui reste en dehors. Voilà. Donc il y a peut-être ce tiers qui est acquis par la force des choses, c'est-à-dire par la propagande, par le matraquage. Les Juifs n'étaient pas comme ça. Quand on est venu d'Afrique du Nord, on avait reçu une éducation très libérale et très intégrationniste, si on veut, si je peux me permettre ce mot. On était juifs, mais on voulait vivre dans les sociétés où on était. Et de plus en plus, les sociétés juives, en tout cas la société du CRIF, telle que le CRIF la veut, la souhaite, elle est de plus en plus isolationniste, de plus en plus renfermée comme une forteresse. Ça, c'est voulu. C'est-à-dire, on envoie des jeunes en Israël à 16 ans. Aujourd'hui, un jeune en France, un jeune juif qui a 16 ans, il peut se permettre d'aller en Israël étudier 2-3 ans à l'œil.
Parce que vous imaginez un jeune quelque part aller aux États-Unis, ouais, pas du tout. À l'œil, il peut aller étudier, etc. Il y a de l'argent qui est là, et il y a tout des programmes, etc., pour influencer, pour ramener des mouvements de jeunesse, pour amener cette population à s'identifier. Et de plus en plus, effectivement, aujourd'hui, c'est un fait qu'une partie de la communauté juive s'identifie totalement à Israël. Mais ça a l'effet aussi qu'une bonne partie en tout cas de cette communauté qui ne veut pas s'identifier s'exclut totalement de la communauté et s'en va ailleurs, se dissout, disparaît dans la nature. Voilà. Donc et aux États-Unis aussi, c'est le même phénomène. Aux États-Unis, oui. La communauté juive est très importante aux États-Unis. Oui, elle est très importante, mais il y a aussi un grand phénomène qui d'ailleurs fait hérisser les cheveux des traditionnels. Vous savez qu'il y a un rabbin qui avait dit, enfin une vidéo célèbre, que les mariages mixtes sont une deuxième Shoah. Ah, d'accord. Ah oui, non. C'est pas cette déclaration. Ah si. Donc pour eux, c'est la Shoah. Enfin, ah oui, non. Et donc, et aux États-Unis, il y a, entre guillemets, un problème énorme, enfin je veux dire, un fait, c'est que pratiquement presque un juif sur deux, ou un juif sur trois, en tout cas à peu près cette proportion-là, il fait un mariage en dehors de la communauté. Ça veut dire avec un partenaire non juif. Et ça, c'est dramatique pour les... Mais en même temps, ça vient aussi du fait que, d'abord, un désir des juifs de... Vous savez, les juifs ont toujours cherché à s'intégrer dans les cités où ils vivaient. C'est-à-dire, à partir du moment où ils étaient éduqués, etc., ils voulaient s'intégrer. Et donc ça vient du fait que il y a beaucoup qui se reconnaissent de moins en moins dans ce projet sioniste. Surtout que l'image d'Israël en prend un coup. Ça veut dire, parce qu'on a beau dire, il faut vraiment être solide et aveugle pour défendre Israël à 100%. Il faut vraiment. Mais il y en a. Mais il faut vraiment être aveugle. Et tous ces gens-là, enfin tous ces juifs qui ont d'autres convictions, etc., ont tendance plutôt à s'émanciper et à s'évanouir. Et effectivement, il y a des restes de communautés qui deviennent des forteresses au service du sionisme. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça pourrait être un retour de bâton terrible le jour où Israël ne fera plus la loi. Et le CRIF ne fera plus la loi. Oui, parce que dans les sociétés-là, les gens vont se rebeller. Un jour ou l'autre, voilà, parce que écoutez, ça suffit. Ils vont se rebeller contre ce pouvoir. Alors bien justement, en plus, quand on avait décidé aussi de décrypter un peu certaines personnes, parce que il y en a des connus, des moins connus. Alors, on avait dit, tiens, on pourrait parler de Patrick Drahi. Voilà. Alors, par exemple, voilà, vous savez, les Sayanim couvrent tous les domaines. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, en fait, et c'est pas seulement des gens de droite. Au contraire, vous savez que Libération, c'était un journal, malheureusement, de Jean-Paul Sartre, etc. Il était ce qu'il avait été. Et à partir des années 90, il est devenu le chantre du libéralisme. Oui. Et en même temps, petit à petit, une espèce d'organe qui voulait attirer les gens de gauche pour une défense d'Israël. Bien sûr, il y a quelques articles de temps en temps contre Israël. Bon, ça, il faut reconnaître. Sauf que ce journal avait appartenu pendant un certain temps à Rothschild et à BHL, qui étaient les actionnaires principaux. Bon, il ne faut pas rêver, je veux dire, des gens qui mettent des millions d'euros, ils ne les mettent pas pour rien. Donc, ils les mettent parce qu'ils veulent influencer. Donc, ils veulent mettre des Laurent Geoffrin, Nicolas Demorand, etc. Ça veut dire des gens qui savent qu'ils vont servir le système. Et le système, c'est une adhésion au sionisme, même s'ils ne le montrent pas, encore une fois. Mais Libération, par exemple, par ses campagnes contre Dieudonné et Soral, et des campagnes d'une virulence et d'une systématisation, c'est extraordinaire. Je veux dire, quand ils commencent à faire des pages et des pages sur Dieudonné et Soral, c'est sans concession, c'est-à-dire totalement anti. Contre
Et puis contre Poutine, contre tout ce qui est comment dire, anti-américain. Et donc, quand, pour des raisons que j'ignore, enfin, Rothschild et BHL ne sont plus ont quitté Libération, et il a fallu chercher un repreneur. Il s'est présenté un repreneur franco-israélien, Patrick Drahi, un homme d'origine marocaine, mais en tout cas israélien, et qui a mis 18 millions d'euros dans l'affaire. Bon. Il est évident que quelqu'un qui met cet argent, c'est qu'il attend un retour sur investissement, comme on dit. Bon, probablement pas des bénéfices financiers, de toute façon ils sont fichus. Ils sont subventionnés en plus. Oui, ils sont subventionnés. Mais, comment dire, une politique qui soit favorable à Israël, au CRIF, etc. Maintenant, ça c'est pour attirer les gens de gauche vers une vision qui soit moins hostile à Israël et en même temps très hostile à ceux qui critiquent réellement le sionisme en France. Parce que c'est ça en fait. Critiquer Israël, Libération le fait, d'accord. Un petit article de temps en temps sur la colonisation, etc. Mais si on veut s'attaquer à Israël, il faut le faire en France. Or, qui est le soutien d'Israël en France? C'est le CRIF. Enfin, le CRIF et ses alliés, etc. Le pouvoir bancaire, le pouvoir de la publicité. Qui est à la tête de la publicité en France? La publicité est le nerf de la guerre. Tous les médias en dépendent. Vous faites par exemple un article mauvais sur Renault, vous perdez le budget Renault, par exemple, etc. TF1, tous les médias vivent de la publicité. Qui dirige la publicité? Qui tient les ficelles de la publicité? Maurice Lévy. Maurice Lévy de Publicis Voilà. et Stéphane Fuchs. Stéphane Fuchs est un dirigeant du CRIF. Stéphane Fuchs, c'est lui qui a mené la campagne de DSK pour l'amener à l'Élysée. Stéphane Fuchs est celui qui drive, comme on dit, qui dirige la campagne de Manuel Valls. C'est lui qui fait en sorte de l'amener à l'Élysée. D'accord. Donc, ces deux personnes-là, à eux deux, ils pèsent déjà quasiment 60 ou 70% du marché publicitaire en France. Évidemment, les autres, ils sont leurs copains. S'ils disent, attention, bon. Donc, voilà. Et Libération, et pour moi, est devenu un organe de, encore une fois, même s'il critique un petit peu Israël, c'est juste pour se donner cette bonne image. C'est pour se donner une crédibilité. Mais en fait, pour moi, le vrai combat contre Israël, quand on habite en France, et c'est ça ce que de multiples organisations pro-palestiniennes ne comprennent pas. C'est terrible qu'elles se soumettent comme la FPS. Oui, ou le BDS, oui, ils se soumettent complètement, les amis. Se soumettent aux lignes rouges imposées par le CRIF. Ça veut dire, attention, ici, il ne faut pas importer le conflit, etc., tout le baratin. Et Libération joue très bien ce rôle, merveilleusement ce rôle. C'est-à-dire que pas d'antisémitisme, aucune référence au pouvoir de la banque juive. Mon Dieu, ça fait comme si c'était... attendez, enfin je veux dire Goldman Sachs, etc. Enfin, je vais vous donner l'exemple d'un bon Sayan. Bon. La réserve fédérale, c'est la Banque centrale américaine. Bon. Le numéro 2, il est nouveau. Enfin, il a été nommé il y a 2-3 mois. Qui c'est? C'est l'ancien président de la Banque d'Israël pendant 10 ans. Bon, si après ça, c'est pas un Sayan qui est installé au cœur du système bancaire international, bon. Et c'est ça que Libération veut empêcher de cette réflexion en France. C'est-à-dire, il s'attaque à ceux qui mettent à nu cette puissance, c'est-à-dire Soral, de façon sérieuse, et Dieudonné de façon humoristique. Voilà. C'est le rôle qui lui est dévolu à Libération, c'est de démolir les vraies critiques du sionisme, du pouvoir sioniste en France, en les faisant passer pour de l'antisémitisme. Il n'y a pas une discussion de fond.
De quel droit, par exemple, et c'est là, voilà le pouvoir des Sayanim, de quel droit on interdit à Soral de parler dans un média en France? De quel droit? Est-ce que Patrick Cohen a hérité France Inter, l'a hérité en tant que juif? Est-ce que ça fait partie de la dot du peuple élu? France Inter, France Culture, TF1, etc. De quel droit? De quel droit des juifs sionistes travaillant pour le Mossad s'arrogent le privilège de dire « je les mets sur liste noire ». Attendez, mais enfin, c'est pas possible. Bah, on a, oui, Cohen ne s'est pas gêné pour le dire. Il nous a dit, bon, bah, c'est une liste noire. Et Libération contribue. Enfin, je le lis de temps en temps quand je vais au café comme ça. Bon, je le feuillette. Et les campagnes qu'il mène de harcèlement contre Dieudonné, contre Soral, et contre tous ceux qui pourraient éventuellement collaborer, entre guillemets, avec eux, il les démolit, enfin, de façon absolument abjecte. Et donc, pour moi, Patrick Drahi, en reprenant Libération, fait partie de ce... Voilà, c'est ce système-là qu'on renforce, et c'est ça son rôle. Voilà, le rôle de ces gens-là, c'est ça. C'est de sauvegarder ce pouvoir. Tout en... Encore une fois, vous savez, Libération, de temps en temps, il publie... Oui, de temps en temps, voilà. Un petit article. Par exemple, toutes les campagnes qu'on a menées en faveur des Pussy Riot. Oui. Bien. Et Canal+ les a même amenés en France, à payer leur voyage pour venir en France. Oui. Bien. L'équipe de Canal+ est partie à Moscou pour les filmer. Ça coûte beaucoup d'argent. Après tout, ils ont été condamnés à 2 ans de prison. En Israël, il y a 450 prisonniers qui sont en prison, qui sont enfermés en vertu de la détention administrative. C'est quoi la détention administrative? Il existe, je crois que c'est unique au monde, il existe une législation spéciale qui permet aux autorités israéliennes d'enfermer une personne le temps qu'elle veut, le temps où 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, sans procès, sans jugement, sans avocat, sans visite. Ce qui est hors de toutes les conventions internationales, toutes les... Pour des raisons de sécurité, c'est tout. Ils vont voir le juge, ils lui disent, pour des raisons de sécurité, je veux enfermer X. Qu'il soit israélien ou pas, qu'il soit libanais, jordanien, palestinien, peu importe. Peu importe. Ouais. Peu importe. Il y a 450. Bien. Est-ce qu'on a vu un média français, Libération par exemple, ou Canal+, prendre, pas parler comme ça en passant non, faire comme les Pussy Riot, c'est-à-dire les photographier, montrer leurs photos, leur histoire familiale, etc. Nous faire toucher du doigt ce qu'est un prisonnier soumis à la détention administrative. Ce sont parfois des pères de famille, ce sont parfois des politiques, par exemple des députés du Hamas, qui ont été enfermés pendant 3-4 ans parce qu'un soldat a été enlevé de l'autre côté. Et bien voilà un élément qui n'est jamais mis en avant, même par un journal comme Libération. C'est-à-dire, ils font des critiques comme ça en passant, mais il n'y a pas de vraie campagne, comme on a fait pour les Pussy Riot, par exemple. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il n'y a pas vraiment une espèce de campagne pour montrer ce qu'est le système israélien. Oui, non, il y a très peu de choses d'informations. Et donc, voilà, et donc en fait, et c'est à ça, voilà à peu près comment dire, l'objectif ou la feuille de route de Libération, c'est de servir à couvrir toute cette politique, mais en étant de gauche, et en se permettant de temps en temps un petit papier comme ça pour se donner bonne conscience. D'accord. Alors justement, parce qu'on parle des médias, comme on est, j'ai ma petite liste sous les yeux. Alors moi, il y a par exemple Alexandre Adler, quelqu'un qui, je le rappelle, avait déclaré face à Tarek Ramadan dans Ce soir ou jamais que
n'éprouvait absolument aucune émotion devant la mort des enfants palestiniens. Bon, ça c'est Alexandre Adler. Donc Alexandre Adler, lui qui est, si je ne m'abuse, propriétaire d'une chaîne de télévision qui s'appelle Histoire, ou en tout cas il en est un des patrons. Je ne sais pas s'il est propriétaire, mais je suis pas. Voilà. En tout cas, il est le patron de cette chaîne, de cette chaîne Histoire, chaîne qui diffuse, pour ceux qui la connaissent, environ 30 à 40% de programmes traitant de la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment, à chaque fois en parlant des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pas la Seconde Guerre mondiale sur les Russes ou les Birmans. Et donc, Alexandre Adler, par exemple, c'est quelqu'un qui est, je crois, à France Culture, je crois. Oui, aussi, oui, il a plusieurs casquettes. Bon, oui. ou européen, enfin. Il est sur une des grandes radios, tout à fait. En tout cas, il vient tous les jours et il débite son petit truc sur son commentaire de l'actualité internationale.